après cette implacable enquête contre notre modèle de production d'électricité basé sur le nucléaire, place maintenant à notre débat. La semaine dernière, EDF a fait plusieurs annonces. À l'exception des 2 réacteurs de notre plus ancienne centrale nucléaire, celle de Fessenheim, dont la fermeture est prévue pour l'année prochaine, aucune centrale nucléaire ne sera démantelée avant 2029 et les travaux seront même engagés pour faire fonctionner les réacteurs jusqu'au moins leur 50e anniversaire, ce qui prolonge de 10 ans leur durée de vie prévue. Xavier Ursa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du nouveau nucléaire chez EDF. Alors, ces annonces signent l'enterrement de la loi de transition énergétique votée en 2015 qui prévoyait de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Je crois que ces annonces, vous dites ces annonces, il s'agit en fait de la publication du cahier d'acteurs d'EDF, donc en fait de notre contribution à la réflexion et au travail, au débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous nous inscrivons tout à fait dans la loi de transition énergétique. Nous avons conscience en fait de l'évolution nécessaire vers plus de renouvelables et vers une part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité française. Nous considérons aussi que prolonger les réacteurs existants à au moins 50 ans à part Fessenheim, comme vous le dites, est une bonne façon de contribuer durablement à ce 50% de nucléaire et donc de maintenir un socle compétitif décarboné dans la production d'électricité française. Je voudrais, si vous le permettez, revenir en quelques mots sur le film que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, vous vous en doutez. Beaucoup de surprises aussi. Je l'ai trouvé très excessif sur beaucoup de points. Et je dirais, ma principale réaction, c'est qu'il ne correspond pas du tout à l'entreprise et au nucléaire que je connais. Je travaille dans cette entreprise depuis de nombreuses années. C'est notre entreprise qui essaye de très bien faire son travail, d'apporter de l'électricité aux Français toute l'année. Je voudrais rassurer nos auditeurs, le nucléaire d'EDF fonctionne bien. Il permet aux Français de payer leur électricité moins cher que dans les autres pays européens. Il gère une filière industrielle de 220 000 emplois, qui est la 3e filière industrielle française et probablement absolument indispensable à l'économie de ce pays. Le reportage dit aussi qu'EDF est en situation de quasi-faillite. Là aussi, je voudrais rassurer un peu. Parmi les grands énergéticiens européens, EDF est un des seuls, depuis plus de 10 ans, à avoir eu un bénéfice chaque année, un résultat positif chaque année. L'entreprise est bien gérée et donc très très loin de cette situation décrite. Et enfin, le dernier point en un mot, l'EPR qui est présenté comme un réacteur sans avenir, alors qu'il rentre en service en Chine, bientôt en France, et qu'il est demandé par de nombreux pays. C'est le réacteur le plus sûr et le plus puissant au monde. Donc je ne me retrouve pas du tout, je dirais, dans le reportage que nous venons de voir. On reviendra de façon et sur le budget, bien sûr, et sur les réacteurs UPR. Alix Mazzoni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de campagne énergie à Greenpeace. Votre réaction, voilà, ces annonces d'EDF? Les réactions aux annonces d'EDF, effectivement, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'EDF annonce qu'ils ne fermeront pas de nouveaux réacteurs avant 2029. Donc ça fait déjà plusieurs fois que Greenpeace alerte sur le fait que c'est un non-sens parce que cette décision sur la politique énergétique, c'est pas l'opérateur qui doit la prendre, mais bien l'État. Et on a plusieurs fois justement interpellé Nicolas Hulot en tant que ministre chargé de mener à bien cette négociation sur la politique énergétique des 10 prochaines années pour lui dire que l'opérateur EDF doit intervenir après que cette loi, ce décret soit fixé justement pour l'appliquer. Et qu'aujourd'hui, on est déjà très très en retard sur le développement des énergies renouvelables. Et plus on tarde à fermer des réacteurs nucléaires, en tout cas à planifier leur fermeture, et plus on va justement ralentir la transition énergétique. Donc il y a un véritable enjeu cette année de planifier la fermeture de réacteurs. Et c'est dommage que EDF annonce, on va dire, crée la confusion avec des messages contradictoires. Xavier Ursa, il dit dans le documentaire donc, que le nucléaire coûte cher, que dans le même temps, le coût du solaire a diminué de 50% ces 5 dernières années, et que les énergies renouvelables sont loin d'être une priorité pour EDF. Ça aussi, vous n'êtes pas d'accord? Ça aussi, je le dément. Alors, d'abord, à titre personnel, j'ai passé 25 années de ma vie professionnelle à EDF, d'abord dans l'hydraulique. Donc, les énergies renouvelables, ça a été mon activité. Et je suis depuis 3 ans dans le nucléaire. Et chaque année, et je le maintiens, EDF investit autant, même un petit peu plus en ce moment, dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. Plus de 2 milliards d'euros par an dans les énergies renouvelables, en particulier pour développer du solaire et de l'éolien. Voilà, en créant et en développant des nouvelles installations en France, et d'ailleurs aussi partout dans le monde, mais en particulier en France. Et c'est il n'y a pas de concurrence entre le nucléaire et le renouvelable. Il y a une complémentarité, je pense, beaucoup. Moi, je pense que ce qui est vraiment fondamental aujourd'hui, c'est que l'avenir de notre système énergétique ne viendra pas d'une solution. Le nucléaire, les renouvelables sont des solutions parce qu'ensemble, elles peuvent travailler dans un mix électrique qui fonctionne bien. Elles sont décarbonées et elles répondent au principal enjeu, finalement, qui est celui de notre planète aujourd'hui, qui est d'amener de l'énergie à tout le monde, mais en limitant les effets du changement climatique.
Et donc, je crois que c'est tout à fait le socle de la stratégie d'EDF. Concrètement, qu'est-ce que fait EDF justement pour les énergies renouvelables? C'est quoi le plan? Par exemple, nous venons d'annoncer un plan solaire. Il a été annoncé en fin d'année dernière. L'engagement de développer entre 2020 et 2035, donc on est tout à fait dans les champs de la loi de transition énergétique, 30 gigawatts de solaire. Ça ne parle peut-être pas énormément aux spectateurs, mais c'est 4 fois la capacité totale installée en France aujourd'hui en matière de solaire. Donc une très grosse contribution d'EDF. Et nous savons très bien qu'en plus, beaucoup d'autres acteurs, et certains dans ce plateau, contribueront eux aussi à cet effort de développement renouvelable. Donc nous pensons vraiment qu'il faut que le pays développe du renouvelable. Nous pensons aussi que maintenir une base nucléaire à côté du renouvelable est indispensable. Ça paraît quand même un vrai investissement, une vraie implication. Justement, un vrai investissement, mais encore faudrait-il pouvoir se le permettre. Et aujourd'hui, pour nous, le nucléaire, c'est un verrou pour la transition énergétique, principalement parce que ça absorbe énormément des grosses quantités d'argent et qu'on n'aura pas les moyens de tout faire. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de développer de nouveaux moyens de production. On a déjà de quoi répondre à nos besoins. Donc la question, c'est pas d'avoir du nucléaire plus des énergies renouvelables, mais bien de substituer un nucléaire qui, lui, se diminuerait progressivement, et de le remplacer par une capacité renouvelable, effectivement diversifiée. Donc, dans quel ordre il faut le faire pour vous? Pour nous, il faut commencer par annoncer développer la couleur. C'est-à-dire que si on est investisseur dans les énergies renouvelables, il faut qu'on ait une vraie incitation à le faire. Il faut qu'on se dise, OK, là, j'y vais parce que je sens que financièrement, il y a un intérêt, il y a un besoin en France. Aujourd'hui, il n'y a pas de besoin en énergie renouvelable à partir du moment où on a suffisamment d'électricité sur le marché. Donc, il faut montrer la direction qu'on prend pour être sûr que les investisseurs se disent, OK, je sens que la France a bien changé de politique énergétique et elle prend au sérieux les énergies renouvelables. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on parle de verrou, parce qu'on voit bien que la quasi-totalité des investissements vont dans le nucléaire. Et M. Ursa, vous comparez les énergies renouvelables avec le nouveau nucléaire. Mais si on regarde les montants qui sont investis chaque année pour la maintenance de nos centrales nucléaires, pour justement les préparer aussi à la prolongation, c'est bien plus que ça. Et donc en fait, il y a un véritable décalage aujourd'hui entre les montants investis dans les énergies renouvelables et le montant investi dans le nucléaire. Vous voulez répondre avant que je passe la parole à Oui, mais il faut comparer ce qui est comparable. On investit beaucoup plus en nouvelles capacités renouvelables qu'en nouveau nucléaire. Et on a en plus, évidemment, la maintenance du parc EDF installé nucléaire, ce qui est absolument indispensable, ce qui est une source d'électricité pour le pays, d'ailleurs, à extrêmement bon marché. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une méthode souple Oui, c'est une méthode souple. Et surtout, il faut regarder le long terme. On est dans des sujets dans lesquels il faut regarder le long terme. Si on veut demain des mix décarbonés partout dans le monde, il faut dire ce qu'on veut. La France l'a dit, 50% de renouvelables, ce qui correspond à un investissement colossal, 50% de nucléaire. Allons-y, on ne dit pas autre chose. Simplement, pour construire le renouvelable, pour construire aussi peut-être du nucléaire demain, il faut du temps et il faut le commencer dès maintenant. C'est pour ça que nous avons annoncé ce plan solaire aux côtés de nos investissements dans le nucléaire. Emmanuel Soulias, bonsoir. Bonsoir. C'est le directeur général du réseau coopératif Enercop, on dit comme ça ? Un fournisseur d'électricité donc 100% renouvelable. Alors aujourd'hui, le solaire représente 1,6% de notre production d'électricité. C'est plus de 6% en Allemagne. Le retard, c'est quoi? C'est le manque de volonté politique, à votre avis? Je crois que, et pour rebondir sur ce que disait Alix Mazzoni, il y a un frein aujourd'hui qui est à la fois culturel, économique, organisationnel en France à l'émergence des énergies renouvelables. Peut-être juste rappeler ce que dit le film très justement, qu'aujourd'hui il y a une maturité technologique, économique des renouvelables, que l'ensemble des investisseurs privés, qu'un grand nombre de pays reconnaît et investit massivement dans ces nouvelles technologies. Et on le fait moins en France parce qu'effectivement, on draine une partie significative de nos investissements vers le nucléaire. Donc il y a un frein, clairement, à cette émergence. Et peut-être pour rebondir à ce que vous avez amené, Monsieur Houssin, mais aujourd'hui, effectivement, l'électricité en France est une des moins chères d'Europe. En revanche, pour le citoyen, le coût global est significatif. C'est-à-dire que pour regarder le prix du kilowattheure produit aujourd'hui par le nucléaire, il faut bien comparer ce qu'on a sur sa facture à tous ces chiffres qu'on a vus dans le film sur le grand carénage, sur le démantèlement, sur l'enfouissement, sur les investissements dans l'EPR. Et quand on met tout ça en France, l'électricité aujourd'hui, le coût du kilowattheure nucléaire est très très important. Donc on est dans une espèce d'absurdité un peu économique, et je trouve que le film le montre très bien. C'est-à-dire qu'on aborde la question du nucléaire selon des sujets très pragmatiques, c'est-à-dire combien ça coûte, est-ce que ça pourrait coûter moins cher autrement. Nous, on a la conviction qu'effectivement, les énergies renouvelables sont aujourd'hui une solution d'avenir, abordable financièrement, qui peut répondre à beaucoup de besoins, que la question d'une énergie décarbonée,
elle n'est pas suffisante pour aborder la complémentarité du nucléaire, parce que décarboner, ça veut dire pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais ce qu'on sait très bien, c'est que si on va avoir une vision globale de notre avenir énergétique, et puis j'allais dire sociologique et culturel en France, il faut regarder tous les impacts. Il y a d'autres impacts en termes de pollution, il y a d'autres impacts en termes de risques sanitaires et de risques économiques, il y a d'autres impacts qui sont liés aussi à la dimension des ressources, c'est-à-dire que l'uranium, il faut aller le chercher. C'est pas une ressource inépuisable et on va le chercher parfois dans des conditions qui sont pas toujours très transparentes ou très éthiques. Voilà, donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est clairement, est-ce que collectivement, ce que la loi de transition énergétique avait commencé à amorcer, on franchit ce cap et on pose sur la table des arguments très concrets, très pragmatiques, pour pouvoir prendre des décisions un peu structurantes. Vous allez nous expliquer après comment ça fonctionne, évidemment, votre entreprise. On va d'abord regarder un extrait du documentaire qui se passe en Allemagne, où des citoyens se mobilisent pour la production d'énergie renouvelable. Regardez. On a acheté cet immeuble dans lequel 20 personnes habitent. Et comme vous le voyez, le toit représente une grande surface, en plein centre de la ville. Et nous avons réfléchi à la façon de rénover cette habitation de manière écologique. Cela veut dire que tous les gens qui vivent ici utilisent le courant que nous produisons. Si nous produisons trop d'énergie, nous la donnons au réseau public. Heinz Kuflewski est un ingénieur à la retraite. Il dirige aujourd'hui une association citoyenne qui gère 2 éoliennes géantes financées par des emprunts bancaires. Quand le crédit de la banque sera remboursé, nous aurons un rendement assez élevé, mais qui ne sera pas utilisé de manière individuelle. Il servira à construire d'autres installations. L'idée fondamentale, c'est de subvenir soi-même à ses besoins, d'être autonome et indépendant. C'est ça le plus important pour nous. Pas forcément d'avoir les prix les plus bas, mais l'autonomie et l'indépendance, et la pensée écologique, c'est-à-dire obtenir l'arrêt des centrales nucléaires. Alors chez nous aussi, des citoyens s'engagent dans le développement des énergies renouvelables et mettent en place des initiatives. Pierre Lafragette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur, éleveur de vaches laitières et de vaches à viande. Vous présidez la coopérative agricole Les Fermes de Figeac, c'est dans le Lot. Alors déjà, merci infiniment de vous être libéré pour participer à l'émission parce que vous êtes en pleine période des foins. Tout va bien, il pleut. Tout va bien, il pleut. D'accord. Alors vous avez développé donc une filière de production d'énergie renouvelable et justement au départ, vous êtes allé vous inspirer de ce qui se faisait en Allemagne. Oui, tout à fait. On a organisé un voyage, plusieurs voyages d'ailleurs, du côté de Fribourg. Et on a été séduit par une démarche globale de territoire. Autant des agriculteurs que des entrepreneurs, que des citoyens. On a vu des panneaux solaires sur le stade de foot de Fribourg. Et on s'est dit, il faut faire ça, il faut ramener cette démarche chez nous. Et voilà, on est revenu. Donc vous avez commencé par le solaire ? Alors on est commencé par le solaire. On a réuni nos adhérents. On leur a proposé de créer une démarche collective. Et on a monté globalement, dans un premier temps, un parc de 180 toits solaires, 34 millions d'euros d'investissement, donc un gros investissement. Avec, ça a commencé quand, ça ? On a commencé en 2009, la réalisation fin 2011. Oui, avec un bilan... Avec le bilan était très, très positif, évidemment beaucoup de choses, de difficultés à franchir, de caps à relever, en particulier financiers, administratifs. Je dirais que le fait d'avoir une démarche collective, c'est surtout la capacité à permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder aux renouvelables. Or, quelques-uns l'auraient fait chez nous, individuellement. Oui. Mais la démarche collective et de la coopération, c'est probablement un peu ça. Ensuite, vous êtes passé à l'éolien ? Les revenus de cette première phase nous ont permis de continuer à générer une démarche positive, à de réinvestir dans l'ensemble de nos ressources énergétiques éoliennes. Mmh. Là, pour l'éolien, ça a été mobiliser de l'épargne locale pour financer un parc de cette éolienne avec un développeur Valorem et 2 communautés de communes dynamiques dans ce coin-là. Et en même temps, l'éolien, ça nous a permis de travailler sur l'intérêt du territoire de se mobiliser pour les énergies. Il y a toute une démarche un peu de communication, de sensibilisation qui est très, très intéressante. Et pour qu'on mesure un peu, ça permet de produire combien de consommation à peu près ?
Alors, le parc éolien, c'est 7 éoliennes de 2 mégawatts chacune. J'ai plus très bien, je risquerais de dire une bêtise sur le nombre de familles que ça recoupe, mais c'est plus que l'ensemble de la zone d'activité industrielle de Figeac, l'ensemble de cette production. Les réticences au début, c'était essentiellement les financiers, les banques qui ont été... Alors les réticences, les banques, on les comprend, on est parti sans un sou en poche, donc on avait besoin d'eux. Et on a eu besoin d'être persuasif, d'expliquer. Et je crois là aussi que le fait d'avoir une démarche structurée, d'avoir des partenaires qui nous ont aidés, la société qui a monté les toits au départ, et d'avoir un sérieux administratif, c'est-à-dire on a permis de créer une petite cellule d'énergie, d'un service énergie de la coopérative de 11 personnes aujourd'hui, des gens assez dynamiques et qui nous permettent de nous projeter parce que ce n'est pas une opération. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une dynamique de ce territoire. Oui, pour qu'on comprenne bien, enfin, surtout pour que les téléspectateurs comprennent bien, parce que c'est un peu complexe, l'électricité qui est produite dans vos fermes, elle n'est pas directement utilisée sur place. Elle n'est pas directement utilisée sur place, elle est vendue. Oui. Moi, je suis moi-même sur ma ferme producteur d'énergie et globalement, on produit 4 fois plus qu'on ne consomme. Donc le bilan est largement positif. Mais pour autant, il y a d'autres opérations pour demain qui sont intéressantes. L'autoconsommation, on voit bien, va arriver avec des nouvelles opérations et de nouveaux cadres d'investissement. Il y a aussi tout le travail sur l'économie d'énergie, parce qu'il ne suffit pas d'être producteur d'énergie, il faut aussi s'engager vers l'économie. Voilà. Justement, est-ce que c'est une activité prospère ? Alors c'est vraiment une activité prospère, c'est une activité pour demain, pour la coopérative, pour notre territoire. Et surtout, un soutien à l'agriculture. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité hors sol, c'est une activité en lien avec les activités existantes, en particulier l'agriculture, qui par ailleurs est dans des phases de transition. Et on essaie de relocaliser l'alimentation sur l'agriculture, on va essayer aussi de la relocaliser pour l'énergie. Et quand vous avez effectivement impliqué quand même les habitants effectivement, dans cette opération, l'autoconsommation, c'est quelque chose qui intéresse vraiment ? Je crois que l'autoconsommation intéresse, la production, d'une manière générale, d'énergie renouvelable intéresse. Et ce qui est important, de mon point de vue, c'est qu'on ait une visibilité dans nos projets. On est quand même, un des freins, c'est de traverser des phénomènes d'opportunité qui durent un peu de temps puis qui changent. Et on a besoin de visibilité pour l'ensemble des énergies. Voilà. Comment vous réagissez à ces attentes de ces producteurs d'électricité ? Moi, je réagis très positivement. Je pense qu'il est en effet tout à fait logique que tout le monde appréhende en fait l'avenir de l'énergie. Je pense que les initiatives locales comme celle-ci, en complément des initiatives des grands groupes énergétiques, sont extrêmement favorables. Moi, la seule chose que j'ai à redire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il ne faut pas opposer renouvelable et nucléaire. Moi, je pense qu'il faut faire du renouvelable en France. J'en suis absolument convaincu. Et d'ailleurs, si on veut arriver aux 50% de renouvelables dont on parle, il faut en faire beaucoup. Alors, justement, est-ce qu'il faut aider ces initiatives ? Mais bien sûr, il faut aider ces initiatives. Il faut trouver différentes formes de financement, différentes formes de coopération entre des groupes industriels et des initiatives locales. Donc, je pense que la solution viendra d'un foisonnement d'idées. S'il y avait une solution, elle serait connue depuis longtemps. Et je pense que le nucléaire apporte une solution à 50% durablement en tant que socle de la production, que faire beaucoup de renouvelables, effectivement, dans des technologies qui sont en train de devenir matures dans beaucoup de cas, c'est absolument nécessaire. C'est une attente, d'ailleurs, de nos concitoyens, et c'est économiquement sain. Et je pense que la complémentarité des deux permettra à la France de garder les atouts de son énergie, c'est-à-dire une énergie avec une indépendance énergétique, des emplois en France, une bonne compétitivité, et pas d'émissions de CO2, parce que ça reste quand même important. Il faut aussi aider, on imagine bien, le stockage de cette énergie, parce que c'est compliqué. On a effectivement un sujet de stockage. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons aussi annoncé récemment un plan stockage qui va conduire dans les 15 ans qui viennent à développer substantiellement les capacités de stockage sur le territoire français et puis un peu plus largement ailleurs dans le monde. Donc soit par des stations hydrauliques, soit par des batteries ou différents dispositifs. Parce qu'en effet, au fur et à mesure qu'on va développer les énergies renouvelables, qui ne fonctionnent pas toujours 24 heures sur 24, ça dépend de lesquelles, en particulier le solaire. Voilà, eh bien, il faut ce stockage pour aider à l'adéquation entre la production et la consommation. Donc ça, c'est travaillé aussi, c'est en ce moment. Et donc, il faut effectivement travailler ça. Donc, dans mon esprit, je dirais, les systèmes énergétiques de demain qui fonctionnent bien sont une combinaison à la fois d'initiatives locales et d'initiatives nationales, et une combinaison de solutions renouvelables sous toutes leurs formes, de stockage,
Et dans un pays comme la France, qui a une industrie nucléaire, parce qu'il a également beaucoup d'avantages. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, tout est dans les comptes d'EDF, donc il n'y a rien de caché. Donc l'électricité, elle coûte pas plus cher ailleurs. Quand elle est nucléaire, il y aurait des choses cachées. La Cour des comptes a eu l'occasion de le vérifier N fois. Tous les coûts du nucléaire, directs et indirects, sont dans les comptes d'EDF. Les factures des particuliers ne sont pas plus chères que celles de nos voisins européens ? Elles sont moins chères. Oui. Dans les 2 dernières années, on a été obligés, je dis on, donc les contribuables français, les Français ont investi 10 milliards d'euros dans EDF justement pour éviter une dégradation de la situation financière. C'est 10 milliards d'euros qui viennent des budgets de l'État, donc indirectement de nos impôts. Donc ça n'apparaît pas sur la facture qu'on paye tous les mois. Ceci dit, on la paye quand même quelque part. Et simplement pour dire sur la complémentarité entre énergie nucléaire et énergie renouvelable, je ne comprends pas pourquoi, à partir du moment où on sait maintenant qu'il est possible en 2050, donc c'est dans 30 ans, c'est dans pas longtemps, on est en capacité d'avoir un mix électrique uniquement produit avec de l'électricité renouvelable. Pourquoi s'obstiner sur une énergie qui nous coûte très très cher, qui pour l'instant montre surtout ses difficultés, parce qu'on ne va peut-être pas passer beaucoup de temps sur Le Père de Flamanville, le film fait le tour de la question, mais il y a quand même tout un tas de problèmes, de surcoûts, de retard, etc. Et c'est le cas de tous les nouveaux chantiers. On a un parc de réacteurs vieillissants. Pourquoi s'obstiner à réinvestir massivement dedans quand aujourd'hui on sait qu'on peut faire sans ? Je vais répondre avant de passer la parole à M. Bonnet. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire sans. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Vous n'êtes pas d'accord avec l'ADEME, alors, avec l'Agence de la Parlez pas en même temps. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à l'horizon de 2050, si nous avons un mix avec 50% de renouvelables, en gros, je ne suis pas à 1% près, mais avec 50% de renouvelables, ce sera déjà très très bien. Et je pense que nous avons besoin d'une production stable à côté, avec en plus un plan stockage, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc, sur ce point, en effet, je ne suis pas d'accord. Et il n'y a pas 10 milliards dérivés du budget de l'État. Il y a une augmentation de capital de 4 milliards d'euros vers EDF, qui sert à la fois à la restructuration de la filière nucléaire française et qui sert à financer des nouveaux investissements. C'est une augmentation de capital qui bénéficie d'ailleurs aussi aux actionnaires individuels qui sont actionnaires d'EDF. Donc ce n'est pas du tout de l'argent qui serait dérivé des caisses de l'État pour compenser un déficit. EDF a eu un bénéfice tous les ans depuis très très longtemps. Votre initiative et volonté politique et citoyenne, Grégory Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune de Moncel, c'est dans le Puy-de-Dôme, qui compte un peu moins de 500 habitants. Alors, vous avez été élu en 2014 et tout de suite, vous êtes préoccupé des questions énergétiques. Aujourd'hui, la commune, ça y est, s'est lancé le défi de réaliser le premier parc éolien citoyen d'Auvergne. D'Auvergne-Rhône-Alpes. Comment ça s'est passé, cette démarche ? La démarche, dès début 2014, on a souhaité inscrire la commune dans le cadre de la transition énergétique. Donc, le triptyque sobriété, efficacité, production d'énergie renouvelable. Sobriété sur une commune, c'est par exemple l'extinction de l'éclairage en milieu de nuit. Oui. Qu'on a mis en place dès le début. L'efficacité, c'est pour nous une gestion fine du chauffage, une isolation des bâtiments. Et puis après est arrivée la question de la production d'énergie renouvelable. Alors, est-ce qu'une commune, elle peut faire ça toute seule, avec ses citoyens ? Est-ce qu'elle a besoin d'un industriel ? On avait été sollicité par des développeurs éoliens. Vous n'aviez pas envie ? Du coup, ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit qu'il y avait un potentiel sur notre territoire. On a réfléchi d'abord à la question en soi de l'éolien. Avec le conseil municipal, on y était plutôt favorable. Et puis, on s'est dit comment le faire. Et non, il n'était pas question de le faire avec un industriel. Parce qu'on voulait le faire, on voulait faire un projet de territoire, donc par le territoire et pour le territoire. Avec les habitants. Alors, il faut des industriels, oui, mais il y a quand même derrière tout ça une question démocratique. C'est des choix importants, les choix énergétiques pour notre pays. Donc, le citoyen doit être associé à la réflexion, conscientisé pour qu'il puisse être à même de choisir. Et puis, c'est quand même son environnement direct qui peut être impacté ou modifié. Donc, nous, on a fait le choix d'aller vers le citoyen. Alors, vous avez commencé par le panneau solaire. C'est-à-dire qu'on a sollicité un acteur de notre territoire, qui est la SIC Combray Durable, qui faisait du panneau photovoltaïque, qui avait envisagé une installation d'éoliennes. Et à deux, on a commencé à préparer des réunions publiques pour solliciter les citoyens, savoir quelles étaient leurs ambitions, leurs attentes. Et on a préféré commencer à ouvrir la porte avec un projet de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'église, comme on le voit derrière. Pourquoi sur le toit de l'église ? Parce que les églises sont relativement bien orientées. D'accord. On avait d'autres projets, mais qui sont pour l'instant dans les cartons, qui ressortiront peut-être plus tard. Et puis on a sorti celui de l'église, qui est rentable parce qu'effectivement très bien orienté. Rentable tout en prenant du panneau européen, un installateur local. Donc il n'y a pas que la question de la rentabilité derrière tout ça. Il y a l'idée de comment on le fait, avec qui on le fait. Tu aurais été content ?
Le curé avait été convié à la réunion publique, la paroisse avait été conviée. Il n'y a pas eu d'opposition de ce côté-là. D'ailleurs, les diocèses équipent beaucoup de leurs bâtiments. Ah oui oui, évidemment. Ouais, évidemment. Évidemment. Évidemment, parce qu'ils sont à la recherche oui, bien sûr, aussi de financement. Bien sûr. Donc, Et les habitants ont tous bien pris cette idée? Sur la première réunion publique sur le photovoltaïque, il n'y a pas eu d'opposition particulière. Pendant que le projet se montait, on a commencé à initier le projet éolien citoyen. Là, on a eu 2 remontées de gens qui n'étaient pas forcément favorables à cette installation, mais avaient conscience que le choix démocratique avait été fait et que la population était plutôt pour. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis on a pu avancer sur le reste de la démarche. Donc ça a été financé par la commune, ça? Oui, tout à fait. Ça a été financé par la commune, oui. Et alors le projet d'installation du parc éolien, ça en est où maintenant? Alors, à la suite de ça, on a donc créé une association qui a vocation à réunir tous les acteurs du territoire, donc la SIC Combray Durable, Garant Technique, les associations, les citoyens, les élus, les collectivités, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, projet de territoire par le territoire. Donc tout le monde est impliqué et peut réfléchir, gouverner, préparer le projet. Et c'est un projet à quel terme? Eh ben, malheureusement, en France, il faut quand même assez longtemps pour sortir de terre quelques éoliennes. La moyenne, c'est à peu près 7 ans, contre 3 ans en Allemagne. Donc, pourquoi cette différence? Parce que beaucoup de servitudes, beaucoup de contraintes, beaucoup de gens qui essayent de protéger leurs possibilités, notamment l'aviation civile militaire. C'est vrai dans tous les pays, non? Il y a des contraintes qui se lèvent plus facilement. Pour la première étude sur les zones d'implantation, je crois qu'on a dû faire une 40aine de demandes de servitude. Vous sollicitez tous les acteurs, pour peu qu'ils vous répondent tout de suite, vous les relancez, donc tout ça prend du temps. Après, il y a beaucoup de services à solliciter pour arriver finalement devant le service instructeur qui est le préfet. Et alors, quand ça sera installé, les recettes venant de cette production d'électricité, ça servira à quoi exactement? Alors, clairement, dans un projet citoyen comme le nôtre, on ne vise pas le taux de rentabilité maximum. Oui. À l'exemple d'éventuelles nuisances sonores, dans un projet citoyen, on peut pour nous brider les éoliennes à certaines heures pour ne pas déranger les gens. Donc, ce n'est pas le taux de rentabilité maximum qu'on vise. On peut espérer que d'ici 5 ans maintenant, le projet soit sorti de terre et que les bénéfices servent notamment à faire de l'animation de territoire, à faire de l'éducation populaire, à faire des actions de rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, tout ce qu'on peut voir derrière. Vous rendez aussi aux citoyens, du coup, ce que vous avez... Un projet de territoire par le territoire. Emmanuel Soulias, je disais donc, vous dirigez Enercop. Je voulais dire coupe, mais non, mais c'est Enercop. Donc c'est aussi un système coopératif de fourniture d'énergie qui est mis en place. Vous avez été précurseur sur ce marché. Expliquez-nous comment ça fonctionne, ça. Donc Enercop, effectivement, a été créé il y a 12 ans, au moment où le marché de la fourniture d'électricité s'est libéralisé. Et l'idée, c'était de créer un service citoyen de l'énergie. Donc on parle beaucoup des citoyens, effectivement, toutes ces initiatives, et il y en a beaucoup. C'est un peu l'avenir de la transition énergétique. L'idée, c'était de créer un lien direct entre les producteurs et les consommateurs d'électricité qui, ensemble, imaginent leur avenir énergétique. D'où le statut coopératif qui permet de rassembler dans la décision autour de la table à la fois des producteurs, des salariés de la coopérative, des consommateurs, des collectivités locales, des acteurs de la transition énergétique. Deuxième élément marqueur un peu fort, c'est que c'est un projet à lucrativité limitée. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour réinvestir nos projets dans la transition énergétique. Et puis, troisième marqueur, effectivement, dès 2005, une offre d'électricité 100% renouvelable, c'est-à-dire qu'on ne se source uniquement auprès de producteurs éoliens, hydrauliques, solaires, pas de nucléaire, pas d'énergie fossile. D'accord, donc des petits producteurs? Alors des petits, des moyens, des producteurs de plus en plus grands. En gros, la typologie des producteurs, ça peut être des collectivités, ça peut être des entreprises familiales, ça peut être des associations, des collectifs citoyens, ça peut être des PME, TPE, qui décident de vendre leur électricité à Enercop sur des contrats plus ou moins longs. Et nous-mêmes, ensuite, on revend cette électricité à nos consommateurs. Alors, c'est qui ces consommateurs? Ils ont un profil? Alors, ils n'ont pas un profil, il évolue ce profil, c'est-à-dire qu'on s'ouvre de plus en plus à une clientèle plus écolo-sensible et peut-être un peu moins militante telle qu'elle a été au début. On a 90% de nos clients qui sont des particuliers et 10% qui sont des entreprises, des collectivités, des associations. Mais c'est facile de devenir client ou c'est des démarches colossales? C'est super facile. Je crois que c'est même la chose la plus simple au monde aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus facile de changer de fournisseur d'électricité
que de changer de banque, que de changer d'assurance ou que de changer d'opérateur de téléphonie. Ça prend 5-6 minutes montre en main sur Internet. Vous choisissez votre nouveau fournisseur d'électricité et puis ensuite, nous, on s'occupe de tout, c'est-à-dire du désabonnement du précédent fournisseur, des liens avec le réseau de distribution Enedis. Il n'y a pas de changement de compteur, il n'y a pas de câble à tirer, il n'y a pas d'interruption de l'électricité. C'est simple. D'accord. Et l'énergie verte, c'est souvent plus cher. Chez vous, c'est plus cher ? Alors chez nous, c'est plus cher et on l'assume. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un mode de rémunération de nos producteurs qui est différent des autres. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une logique de commerce équitable, si on veut comparer l'alimentation sur le champ de l'énergie. C'est-à-dire qu'on veut des contrats durables avec nos producteurs qui sont eux-mêmes coopérateurs de la coopérative. Donc la coopérative leur appartient, comme elle appartient à nos consommateurs, comme elle appartient à l'ensemble des sociétaires de la coopérative. Et on fait le choix, effectivement, de rémunérer convenablement nos producteurs par rapport à un prix de marché qui fluctue. Donc, par exemple, aujourd'hui, on paye nos producteurs un peu plus cher que ce que le prix de marché propose, ce qui nous permet de garantir une durabilité, ce qui nous permet aussi de soutenir la transition énergétique parce que ces producteurs ont un modèle économique à gérer, ils ont des rénovations à faire, ils ont des investissements supplémentaires à faire et on est bien dans cette logique-là. Et vous représentez quoi en pourcentage des fournisseurs ? Pas grand-chose. Le marché de la fourniture d'électricité, pour le dire rapidement, aujourd'hui, il est détenu à 84-85% par EDF. Et puis, il y a des gros acteurs qui sont des énergéticiens, Engie, Total, Eni, Butagaz, qui squattent ce marché. Et puis, quelques petits fournisseurs parmi lesquels nous. Donc, pour vous donner une illustration, 32 millions de consommateurs d'électricité en France. Nous, on vend notre électricité à 60 000 clients aujourd'hui. Avec une augmentation vraiment progressive? Avec une croissance régulière, qui nous amène à penser que progressivement cette offre de fourniture qui a du sens, en fait, ce qu'on propose simplement à nos clients, c'est de dire je ne suis plus consommateur de cette facilité, de cette utilité, je deviens un consommateur, je donne du sens à ma fourniture d'électricité. Et quand j'allume mon interrupteur, je sais que derrière, c'est des producteurs, je peux les connaître, je connais le modèle économique et c'est pas soit un EPR, soit des centrales nucléaires, soit des centrales à charbon ou des centrales à gaz. La part de ce type de fournisseurs, ça peut augmenter dans la totalité des fournisseurs? Je pense que ça peut en effet augmenter. Je pense, comme je disais tout à l'heure, qu'il est légitime qu'il y ait plusieurs modèles d'activité. Ensuite, le modèle d'activité qui est présenté là par Enercop, qui est très intelligent, ne peut pas s'appliquer à tout et à tout le monde probablement. Les grands énergéticiens ont forcément un autre modèle d'activité, doivent servir tout le monde au plus bas coût possible, doivent aussi servir les industriels qui sont eux-mêmes souvent en concurrence et qui ont besoin de cette énergie au plus bas coût. Mais je pense que ce modèle a une cohérence interne tout à fait intéressante. D'initiative effectivement, ces fournisseurs différents. On salue en fait tous les acteurs qui sont en train d'investir directement dans la production d'électricité renouvelable et qui permettent justement d'offrir une alternative à l'énergie nucléaire. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens en France qui se rendent compte que derrière effectivement le bouton de leur prise, finalement, quelque part, ils sont en train d'allumer un robinet à déchets nucléaires et que c'est pas très agréable de se dire ça. Et que du coup, en tout cas autour de moi, les gens changent de fournisseur, notamment pour cette raison, c'est-à-dire prendre conscience. Mais ils sont prêts à payer du coup plus cher. Ils sont prêts à payer plus cher parce qu'en fait, effectivement, quand on regarde plus globalement la question, on se rend bien compte que le nucléaire, voilà, encore une fois, on ne le paye pas que sur sa facture, on le paye de différentes manières et on va le payer pendant très 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 longtemps, qu'on n'a toujours pas de solution durable sur comment gérer les déchets et donc se pose sérieusement la question de savoir en tant qu'acteur de citoyen aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça. À défaut d'avoir une loi sur la transition énergétique appliquée, je peux effectivement agir en investissant dans la production d'électricité renouvelable ou en me fournissant chez un producteur d'électricité renouvelable. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Prêts à payer plus cher, ou pas forcément d'ailleurs, parce qu'ils se disent que laisserons-nous à nos enfants. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent par rapport à ça et qui du coup font le choix. Vous disiez, monsieur Ursat, qu'on pouvait espérer 50% de renouvelables à 2050. On peut espérer beaucoup plus. Il y a des scénarios très crédibles qui envisagent 100% de renouvelables à 2050. Tout ça, c'est une question de choix politique. Mais techniquement, c'est vraiment réalisable? Mais c'est réalisable. C'est une question de choix politique et de savoir où est-ce qu'on met les sous et les investissements. Donc la question, c'est aussi de conscientiser les gens pour qu'ils soient à même de décider et de choisir qu'est-ce qu'ils veulent pour leur pays. Je crois que c'est très important. Ce qu'on est en train de dire là, et l'exemple des projets qu'on a regardés aussi est très illustratif de ça. C'est-à-dire que on parle beaucoup des citoyens, mais les citoyens en grande majorité ne sont pas pour effectivement la poursuite de ce programme nucléaire. La grande majorité des citoyens souhaitent effectivement qu'on développe ces énergies qui sont inépuisables,
qui sont beaucoup moins risqués, beaucoup moins anxiogènes, qu'il y a des scénarios qui montrent que c'est possible. Et donc si les citoyens demandent ça et que les élus des citoyens votent une loi qui n'est pas appliquée, si les citoyens demandent ça et des grands opérateurs économiques en décident autrement, je crois que les citoyens, ils ont vocation à s'emparer de ce sujet-là à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un territoire, en investissant dans la production, en choisissant leur mode d'électricité. Et je pense que ça, c'est vraiment l'avenir de la transition énergétique. C'est-à-dire que c'est pas juste des débats publics et puis après fermer le banc et on prend d'autres décisions. C'est approprions-nous ce sujet de l'énergie. Il est suffisamment, on le voit. Mais vous ne pourrez pas le faire tout seul. Vous savez, il faut effectivement qu'il y ait une volonté politique très claire là-dessus. Mais alors, la volonté politique, elle est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il y a des élus de territoire qui très clairement l'ont compris et mettent ça en place. Il y a des élus nationaux qui aussi portent ça en place. Et je pense que le débat, il faut l'avoir en visée de l'intérêt général, très clairement, et pas en visée d'intérêt économique actuel, présent. J'entends qu'il y a une vraie problématique autour de la filière nucléaire aujourd'hui qui génère des emplois et que du jour au lendemain, on ne va pas sacrifier ces emplois. Et je pense que personne ne dit ça. Je dis juste qu'il n'est pas dans la fin de quelque chose, puisqu'avec un réacteur EPR, c'est du nouveau qui va se développer. Mais on n'est pas dans la fin d'un système, en tout cas technique. On n'est pas dans la fin d'un système. Et la question qui se pose aujourd'hui, qui pour moi est une vraie question d'intérêt général, qui est une vraie question politique, sociétale, c'est est-ce qu'il faut investir dans l'EPR, c'est-à-dire dans ce nucléaire de 2e, 3e génération, ou est-ce qu'il faut investir, de la même manière qu'on a investi dans les années 60-70 dans un programme électronucléaire français, dans les énergies renouvelables, dans le stockage, dans l'efficacité énergétique, dans tout un tas de sujets sur lesquels d'autres pays investissent et on prend du retard. Et du coup, on ne crée pas les filières industrielles, on ne crée pas les emplois de demain. Voilà, donc, et c'est ça la question du débat public aujourd'hui. Et on n'arrive pas à l'aborder, on n'arrive pas à la faire émerger. Donc je pense qu'il faut à la fois qu'elle émerge au niveau du débat public et puis que les citoyens, localement, donnent le là au travers de leurs investissements financiers, au travers de leurs gestes de consommation, puisque c'est aussi ça qu'on entend concrètement. Moi, je pense que vous opposez trop renouvelables et nucléaire, comme si le nucléaire empêchait le développement des renouvelables. Moi, je ne crois pas que ce soit du tout le cas. L'idée, c'est un jour qui est plus que du renouvelable, qui est plus nucléaire du tout. Aux horizons dont on parle, très, très franchement, les scénarios pour être à 100% renouvelables, très honnêtement, ne sont pas crédibles. Quand vous dites à cette échéance, c'est quoi, 2050 ? 2050, le gros risque, c'est qu'on n'y arrive pas et qu'on soit obligé de réintroduire une production fossile en étant très dépendant d'autres pays, en réaugmentant notre impact carbone, alors même qu'on a l'occasion de maintenir un impact carbone très faible. Mais vivre dans l'opposition nucléaire renouvelable, c'est pour moi quelque part quelque chose d'un peu incompréhensible. Faisons du renouvelable. C'est pas une question d'opposition, c'est une question d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le choix. Et puis moi je me permettrai pas de dire que le scénario de l'ADEME ou le scénario de Négawatt sont pas crédibles ou crédibles. Ils ont été nourris par tout un tas d'experts, dont certains effectivement qui sont issus de la filière électronucléaire. Donc je pense qu'il faut faire confiance et qu'il faut regarder les choses sereinement. Et donc si de manière très pragmatique on constate qu'il y a une filière avec des investissements, du retour sur investissement et puis une performance économique extra-financière globale, sociale, sociétale en termes de création d'emplois qui est mieux que l'autre, je pense que c'est pas l'idée d'opposer, c'est juste de prendre des choix pragmatiques. Je pense qu'elles ne répondent pas tout à fait au même service. Je pense que vous ne pouvez pas, il faut considérer qu'une production qui peut être intermittente et qui a d'énormes atouts du côté du renouvelable est complémentaire d'une production de base. Et je pense surtout que à force de s'entêter sur le nucléaire et le renouvelable sont opposés, eh bien en effet, on ne fait pas assez de renouvelables. Faisons-en du renouvelable. Et ce n'est pas le nucléaire aujourd'hui en France qui empêche la progression du renouvelable. On peut essayer d'accréditer cette idée, mais c'est juste pas la vraie raison. Monsieur disait tout à l'heure, on met un temps fou à développer les projets renouvelables en France. On le constate aussi sur nos projets éoliens, offshore, onshore. On met beaucoup trop de temps. Et ça, il faut absolument le réduire. La technologie est prête, les mentalités pas toujours, et l'administration un peu trop complexe. Il faut le faire progresser, mais ce n'est pas le nucléaire qui empêche la progression des renouvelables, et probablement la somme des deux est une part de la solution. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus, d'avoir participé à ce débat qu'évidemment il sera possible de revoir un cycle documentaire nucléaire, l'impasse française sur le site France TV. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle et dernière émission de la saison du Monde en face le mercredi 13 juin prochain. Après ce sera les vacances, nous reviendrons en septembre. En attendant, passez une très bonne fin de soirée sur France 5 avec tout de suite le magazine C'est dans l'air. Bonsoir.